La science du bâtiment évolue sans cesse, rythmée par les défis actuels auxquels nous faisons face. Efficacité énergétique, adaptation au changement climatique, durabilité, conservation des édifices, réhabilitation. Les matériaux et les techniques sont sophistiqués, certes, et de plus en plus performants, mais encore faut-il les maîtriser. À cet effet, cette série de webinaires répond à la fois aux exigences fondamentales commandées par la pratique et aux enjeux contemporains de la science du bâtiment, suivant une approche interactive et dynamique permettant de comprendre, de connaître, d'intégrer et de performer. Le premier webinaire traitera des notions fondamentales de l'enveloppe du bâtiment et plus spécifiquement de l'environnement et la sollicitation exercée sur l'enveloppe, la manière dont s'articule l'enveloppe du bâtiment, les exigences auxquelles elle doit répondre. Hi, Richard. Hi, David. So I'm happy to be working on this webinar series with you this year. You? So I'm Dave Stammen. I'm the principal engineer with UL. I have over 25 years experience with fenestration and building envelope industry. Bonjour, bienvenue à tous. Alors, je suis fier de vous présenter une série de webinaires en enveloppe du bâtiment intitulée 5 inédites leçons sur l'enveloppe du bâtiment. Mon nom est Richard Trampe, je suis architecte depuis 25 ans, consultant en enveloppe du bâtiment et responsable du transfert des connaissances en sciences du bâtiment chez UL. Alors, ce qu'on va vous présenter finalement, c'est une série de 5 webinaires dont on voit ici le portrait général, qui suivent 4 axes principaux que sont le comprendre, le connaître, intégrer puis performer. Les premiers webinaires se concentrent sur le comprendre. On va commencer avec une première tranche qui va comprendre la question de tout ce qui est de l'environnement, le climat, les exigences rattachées à l'enveloppe du bâtiment, pour ensuite se diriger vers les principes physiques. Donc, on va vraiment s'attarder sur les principes qui se rattachent à l'enveloppe du bâtiment à travers ce qui était fait et à travers ce qui se fait et ce qui va se faire aussi. Ensuite, dans le connaître, on va se concentrer au niveau du troisième webinaire sur les plans d'étanchéité, l'enveloppe, les codes, les normes, les différentes procédures d'essai, évidemment aussi les outils d'évaluation de l'enveloppe du bâtiment. Le quatrième webinaire va se concentrer au niveau de l'intégration, c'est-à-dire qu'on va plus aller vers le concret vis-à-vis de l'enveloppe du bâtiment au niveau de la typologie des enveloppes, les murs, les toitures, les assemblages, la compatibilité des matériaux, etc. Et finalement, on va terminer avec le 5e webinaire sur la performance, donc l'état, les conditions, la performance, le cycle de vie, la durabilité. Donc, on va vraiment regarder tout ce qui se passe à travers le cycle de vie d'un bâtiment, à travers ses désordres, à travers son entretien et aussi, évidemment, à travers sa réhabilitation à la fin de sa première vie. Alors, bienvenue à tous. Je vous souhaite un bon webinaire, puis de vous donner aussi un retour sur vos commentaires, que ce soit durant la présentation ou après la présentation. Merci. Alors bonjour, c'est avec grand plaisir que j'anime aujourd'hui cette formation IEDCLEB portant sur l'enveloppe du bâtiment. Donc je suis Richard Trampe et je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Vous êtes
près de 250 personnes inscrites à cette activité. Puis, au début, on a vu que, dans le fond, environ 80% des personnes sont issues du milieu de l'architecture et 20% des autres milieux qui étaient inscrits. La présentation aujourd'hui durera environ 1 heure, puis je vous invite à nous transmettre vos questions tout au long de la présentation. Et je prendrai par la suite le temps pour les peut-être 15-20 minutes qui vont rester pour vous répondre directement et échanger avec vous. Donc, allons-y. La science du bâtiment a évolué constamment au cours des 200 dernières années. Alors que les siècles précédents avaient établi des façons de faire le bâtiment de façon manuelle et répétitive, basée sur l'expérience, l'industrialisation des procédés au 19e siècle a permis de développer de nouveaux modèles d'habiter et de construire, toujours plus haut, des enveloppes de bâtiments avec des nouveaux matériaux plus légers et plus rapides d'exécution. Le 20e siècle ouvre ainsi la porte à cette atteinte de performance dans l'enveloppe qu'on appelle la science du bâtiment. La crise énergétique des années 1970 obligea le milieu de la construction à repenser fondamentalement le rôle de l'enveloppe du bâtiment afin qu'elle devienne plus étanche, plus isolante, bref, afin de diminuer les coûts énergétiques considérables liés au bâtiment et aux usages des édifices. Ces bouleversements dans l'enveloppe nous obligèrent à revoir encore nos façons de construire. Et la science du bâtiment est, encore une fois, confrontée à de nouveaux défis. Performance énergétique, conservation, durabilité et co-responsabilité, réchauffement climatique. Ce qu'on va couvrir aujourd'hui, finalement, c'est les aspects suivants. Premièrement, le contexte. On va regarder comment l'enveloppe du bâtiment se fait dans le monde. Qu'est-ce qu'un bâtiment? Qu'est-ce qui caractérise un bâtiment? On va ensuite regarder les définitions, essayer de voir que signifie l'enveloppe du bâtiment, essayer de trouver une définition globale de l'enveloppe par rapport aux exigences. Et finalement, on va dresser un sommaire et un survol de ce qui va suivre le premier séminaire. Ce premier séminaire webinaire de la série Notions fondamentales, première partie, a été préparé pour répondre à 4 objectifs. Premièrement, de connaître les impacts climatiques et environnementaux sur l'élaboration et la performance de l'enveloppe. Deuxièmement, de comprendre les mécanismes d'intégration de l'enveloppe à travers le bâtiment et ses composantes. Ensuite, identifier les exigences qui définissent les paramètres de conception de l'enveloppe. Et finalement, on va essayer d'intégrer la notion de l'enveloppe au contexte d'usage, de vieillissement et ultimement de remplacement. Commençons donc par essayer de comprendre le bâtiment et son enveloppe dans son contexte, et aussi avec ses intervenants. La science du bâtiment, bien, elle gravit dans un monde interdisciplinaire, comme vous savez, où chaque partie prenante devient source d'informations et d'échanges. Cette communauté alimente chaque intervention sur l'enveloppe du bâtiment. La communauté académique, scientifique, les centres de recherche gouvernementaux, les firmes spécialisées en sciences du bâtiment, les conseils en enveloppe du bâtiment, les laboratoires d'essais de matériaux et de systèmes, nos associations, nos ordres professionnels, les associations d'entrepreneurs et de fabricants, les fabricants, et sans compter tous les bureaux d'architectes et les autres organismes qui gravitent autour de la science du bâtiment. Cette communauté est dévouée au bâtiment dans un spectre très vaste d'interventions. Mais un bâtiment, c'est quoi? Je vous rappelle ici ce qu'avait réfléchi un grand penseur de l'architecture, Vitruve, qui établissait les fondements de l'architecture en ces 3 mots, firmitas, utilitas, venustas. Que les heureux qui se souviennent parmi nous de leur latin comprennent ces mots, qui pourraient se traduire ainsi, pérennité, utilité et beauté. 2000 ans plus tard, n'est-ce pas encore et toujours d'actualité de penser l'édifice comme quelque chose de durable, l'élément physique, le construit, quelque chose d'utile, ici l'élément d'usage, de confort et d'abri, et quelque chose de beau. Fondamentalement, nous travaillons aussi pour le beau, pour l'image, ce que l'on montre. On pourrait supposer que la science du bâtiment est très récente, mais ses fondements, d'après moi, remontent à bien avant Vitruve, lorsque quelqu'un, quelque part, a cherché à se protéger, à se construire un abri. Mais au fait, comment définir le bâtiment? Ça, c'est une bonne question.
tirer des définitions reconnues que l'on peut retrouver facilement sur le web, telles que Wikipédia, je définirais le bâtiment en ces termes et pour les besoins de secours, un bâtiment est une construction immobilière artificielle, donc avec une intervention humaine, destinée à protéger des humains, des biens et des usages, la notion d'abri, mais aussi à témoigner d'une fonction, d'une classe, d'un statut, la notion de l'image. Les bâtiments viennent d'une variété de tailles, de formes, d'activités et se sont adaptés à travers l'histoire à partir des matériaux de construction disponibles, selon les conditions météorologiques, la valeur des terrains, les conditions du sol, selon les utilisations spécifiques et les raisons d'esthétique. Sur la précédente image, je vais revenir, j'avais choisi une image d'Aldo Rossi, un architecte italien que vous connaissez probablement du 20e siècle, qui a fait de nombreuses recherches sur le bâtiment, sa forme et son lien étroit avec l'usage, la culture et l'histoire de la construction. Voilà ce que pourrait être en quelque sorte un bâtiment. Et comme on le voit, plusieurs aspects caractérisent le bâtiment. Et parmi l'ensemble de ces aspects, j'en retiens 4 principaux en lien avec l'enveloppe du bâtiment. La volumétrie, c'est-à-dire son aspect général du point de vue des grandes masses et de ses proportions. Sa configuration, c'est-à-dire la position des plans, des murs, des planchers, des toitures et leur interrelation entre eux. L'âge du bâtiment, ou plutôt les âges, cette superposition d'époques que l'on retrouve accumulée sur un bâtiment et qui caractérise son fonctionnement et son usage. Et évidemment le style, le caractère, l'esthétisme. Un bien gros mot à caractère souvent péjoratif, mais qu'on entend ici comme un principe intrinsèque de l'expression artistique, sociale et culturelle qui s'exprime dans l'édifice et sur ses façades pour provoquer un sentiment que quelque chose est beau. Donc, allons-y avec la volumétrie. Forme, hauteur, échelle. Ce que l'on voit sur la gauche, c'est le plus important bureau de la Banque royale au Canada, à Toronto, construite en 1976, 41 étages. Cet édifice a été choisi pour exprimer la foi, car si vous remarquez, la forme, c'est-à-dire, car si vous remarquez, ces façades ne sont que des coins, des changements d'angle. On verra dans le cadre de cette formation comment les angles constituent un défi dans l'enveloppe du bâtiment et comment ils ont un impact sur la sollicitation de l'eau et du vent. Au centre, une maison phare au Québec, dans le bas du fleuve, le long de la mer. Petit édifice de 3 étages, mais combien haut par rapport à son environnement? On verra que les exigences demandées à l'enveloppe varient selon l'exposition, ici la mer et les grands vents, et aussi en fonction de la hauteur. Et enfin, à droite, la notion d'échelle, exprimée par le dialogue entre un couvert de 7 étages construit en 1930 et un gratte-ciel juste en face, érigé en 1975. Je pourrais même dire un dialogue de sourds finalement. Les archives du couvent nous ont appris que ce bâtiment, le couvent, a bien vécu jusqu'à la construction de son voisin. Puis les problèmes ont commencé, joints d'effets, fissuration, bombement de murs, jusqu'à en arriver à une réhabilitation complète des murs en façade en 2005. Ici, la notion d'échelle prend tout son sens. Les pressions d'air et la turbulence de la tour ont affaibli sa voisine pour fragiliser ces nouvelles contraintes. On ne construit pas en solitaire. Il y a là nos voisins actuels, nos voisins futurs, qui exacerberont les problématiques liées au climat. En lien avec la volumétrie, un fait intéressant à noter, dans le cadre d'un programme de transition énergétique et de performance de l'enveloppe, Collège Nouvelle Génération, auquel j'ai pu participer un petit peu, la France a établi certains paramètres pré-design pour les appels d'offres auprès des professionnels. Et 2 mots très simples constituaient une exigence pourtant si évidente dans un programme de performance de l'enveloppe: simplicité et compacité. Nous avons peut-être une réflexion à faire à ce sujet dans nos pratiques respectives. L'évidence, sans la nommer spécifiquement, est bien souvent oubliée. La petite étude à droite montre des volumes simples qui permettent d'optimiser en quelque sorte l'efficience d'un bâtiment. On voit le bâtiment de référence derrière, 2 étages, et le même bâtiment en volume sur un étage où la quantité, la surface d'enveloppe est augmentée de 9%, et même jusqu'à 14% lorsqu'on commence à articuler les différents volumes.
À l'opposé, lorsqu'on travaille avec la mitoyenneté, on peut atteindre jusqu'à moins 40%, comme vous savez, par rapport aux surfaces qui sont exposées. Des images qui sont intéressantes lorsqu'on parle de simplicité et de compacité. L'architecture d'après-guerre a favorisé l'émergence d'une expression articulée, voire éclatée des configurations, jusqu'alors de tendances plus sobres. Cette configuration expressive donne lieu à des défis de construction, non pas insurmontables, mais tout de même souvent incompatibles avec nos modes de construction ou notre climat. Les deux photos de gauche montrent une école graphique construite sur piliers au-dessus d'un quartier populaire conservé à Toronto. Ceci amène évidemment de grands enjeux et même des doutes eu égard à l'efficacité énergétique, alors que près de 40% des surfaces de l'enveloppe sont en fait un plancher, position qui s'oppose, comme on sait, au transfert thermique. En haut à droite, le Stata Center, construit en 2004 sur le site du MIT. Il est l'œuvre de l'architecte mondialement connu Frank Gehry. Les critiques suite à la construction ont été acerbes. The Stata is always going to look unfinished. It also as if it is about to collapse. Everything looks improvised, as if thrown up at the last moment. Quoi qu'on en dise, il n'en demeure pas moins que le bâtiment est un succès formel et fort intéressant dans son organisation spatiale. Par contre, même la configuration même en est une de gymnastique des détails, comme on voit, qui malheureusement s'est avéré difficile à concrétiser si on en juge par une petite visite qu'on fait à l'intérieur et constater les dommages dus à l'eau et à l'humidité. Vous savez, si on veut articuler autant, il faut se donner les moyens de fabriquer et construire correctement, sans quoi la construction ne pourra suivre la conception. Et finalement, en bas à droite, le musée d'art moderne de Cologne en Allemagne. Voilà un exemple de monument dans tous les sens du terme, selon moi, dont la configuration se plonge dans la façon de faire en Allemagne sous un climat relativement doux. Une telle architecture, noyée de barrages de glace et des congères de neige, comme au nord de l'Amérique, ne pourrait performer, alors que là-bas, c'est une grande réussite, autant expressive, artistique que technologique. La configuration n'est jamais loin du climat et de ses contraintes. Troisièmement, l'âge. Une caractéristique majeure du bâtiment se retrouve dans son âge. Chaque époque constitue un témoin d'une façon de faire, d'une technologie, d'une manière de se protéger. Il me manque l'image, je peux avoir l'image. Un édifice de 1930, celui à gauche, le couvent de tout à l'heure, nous présentera une façon de construire industrialisée, oui, mais avec encore des approches traditionnelles. Ici, avec une maçonnerie massive, donc en mur plein. Celui de 1965 au centre mettra à l'avant-plan ce nouveau principe de mur à cavité, un bouleversement complet dans notre réponse face au climat. Et puis, 30 ans plus tard, des façades à double pot transformeront les murs non seulement en armure passive comme auparavant, mais dorénavant en parois contributrices à l'efficacité énergétique. On analysera plus tard en détail ces typologies d'enveloppes. On les regardera comme partie vivante de notre patrimoine bâti à préserver, à entretenir et à rénover. Enfin, le style, le caractère. Au-delà de la volumétrie, de l'âge et de la configuration, l'expression même de l'architecture est au cœur de la performance du bâtiment. Comment imaginer un patron de mouillage sécuritaire et sensé sur cet édifice incliné de New York, alors que chaque goutte est encline à pénétrer toute jonction par son énergie cinétique et sa gravité? Comment ces sculptures qui ornent nos bâtiments des autres siècles peuvent-elles être étanches? L'exemple ici en haut à droite, qui vient du Parlement de Québec, alors que l'étanchéité des nouvelles toitures en cuivre étamé était particulièrement difficile à faire, tout en respectant le caractère de l'œuvre. Et au final, en bas à droite, 150 ans plus tard, la transparence est à l'honneur, partout dans nos villes. Mais à quel prix? Avec quel entretien? Sceller des ouvrages de verre, comme ici cette boutique Apple, est un défi de taille. Les conserver beaux, propres, l'est tout autant ces édifices, surtout en plein centre-ville. On semble parfois oublier dans nos projets que le caractère qu'on donne doit perdurer plus que les 5 premières années.
Bien des éléments façonnent un bâtiment et au-delà de ce qu'on vient de discuter, comme une synthèse qui soude volumétrie, configuration, caractères et autres caractéristiques, c'est l'enveloppe elle-même qui devient ici la ceinture qui rattache toutes ces préoccupations et qui les met en scène. C'est son enveloppe. Cette enveloppe du bâtiment qui se montre, qui performe, parfois opaque, parfois transparente, parfois monumentale, parfois brutaliste, parfois végétale, parfois animale. L'enveloppe du bâtiment, elle se déploie partout, elle dessine nos villes, et nous la dessinons, nous la testons, nous la gérons et nous l'entretenons. On a mis en contexte l'enveloppe du bâtiment. Nous avons insisté, comme on voit, sur le rôle incontournable qu'elle joue. Mais cette enveloppe, comment la définir? L'idée est ici de regarder ce qu'on dit de l'enveloppe et de se donner tous ensemble peut-être la meilleure définition de l'enveloppe. Que nous apprend la littérature technique sur l'enveloppe? J'ai sélectionné 2 définitions qui m'apparaissent intéressantes et qui nous rappellent les aspects fondamentaux de l'enveloppe. La première définition, donc ensemble des composantes qui isolent l'espace climatisé de l'espace non climatisé, de l'air extérieur ou du sol, ou qui isolent des espaces climatisés destinés à être maintenus à des températures différentes par plus de 10 degrés Celsius, dans des conditions de calcul. Alors, c'est celle du CNRC en 2012. Cette première définition nous amène à l'enjeu de la séparation entre les milieux, extérieur-intérieur, sol intérieur, intérieur-intérieur, etc. La deuxième définition, l'enveloppe de bâtiment moderne est un système complexe qui doit répondre à de nombreuses exigences différentes. Elle doit être étanche et efficiente sur le plan énergétique, permettre à l'air de circuler, s'intégrer à son environnement, être durable, en plus de bien d'autres impératifs. Cette deuxième définition s'oriente vers les rôles, les exigences, fort bien documentées dès le début des années 60 ici au CNRC, mais elle ouvre aussi la voie à des notions beaucoup plus contemporaines, telles que la circulation d'air, l'intégration à son environnement et la durabilité. Et qu'en pense l'industrie? Je vous invite à regarder un court vidéo que j'ai pris il y a environ un mois lors d'un 5 à 7 du CABQ à Montréal. Et j'ai posé cette question, que signifie l'enveloppe, à certains intervenants. Alors, je vous invite à regarder ces petites images. L'enveloppe du bâtiment, c'est une très bonne question. En fait, c'est ce qui sert de peau à l'immeuble ou à la structure. Donc, c'est ce qui nous protège des intempéries de façon très simple. Mais il y a toute une complexité derrière les enveloppes, dont les matériaux qu'on utilise, les raccords entre les matériaux. Alors, c'est quelque chose de très, à la fois simple et compliqué. L'enveloppe du bâtiment, c'est tout ce qui entoure une structure, c'est tout ce qui la sépare, qui sépare le milieu intérieur du milieu extérieur, qui protège les gens contre les froids, les intempéries de toutes sortes. Pas d'enveloppe, tu n'as pas de bâtiment, tu ne sais pas où est-ce que tu es, tu as juste des colonnes, peut-être une charpente, tu es nulle part. L'enveloppe, c'est tout ça, c'est à la fois esthétique. Le vent prend là-dedans, la pluie se frappe là-dessus, c'est la vie dans une ville, l'enveloppe, ou ça peut être tout ça, la campagne. Ça serait la coquille du bâtiment, tout ce qui est paroi extérieure, aussi toiture. C'est tout ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur du bâtiment. Donc ça comprend les murs et la toiture. Moi, l'enveloppe du bâtiment, ça me donne en référence un prof que j'avais au cégep qui faisait la comparaison avec la peau d'un corps humain. Il fallait qu'elle respire, mais il fallait aussi qu'elle nous protège des intempéries. Donc, aussi au niveau de la chaleur, tout ça. Donc, pour moi, quand je pense à une enveloppe, pour moi, il faut vraiment essayer de reproduire ce que la peau est pour l'humain. L'enveloppe, c'est vraiment la peau, disons, la périphérie, qu'est-ce qui protège le bâtiment entre l'intérieur et l'extérieur. L'enveloppe du bâtiment est un mot relativement simple. On parle de seulement envelopper le bâtiment, mais pour moi, c'est beaucoup plus. C'est un système, c'est-à-dire un système rempli de composantes qui doit réagir adéquatement à toutes les contraintes qu'on lui impose, autant de l'intérieur que de l'extérieur, soit le climat ou les équipements mécaniques à l'intérieur du bâtiment. Ça demeure pour moi quelque chose qui est encore à perfectionner et quelque chose qui devrait être plus dynamique.
Moi, je la vois facilement au niveau du verre qui s'assombrit ou qui s'éclaircit ou de la porte d'entrée qui reconnaît la personne qui rentre ou ce genre de choses-là. Donc, une série de composantes qui doivent être mises ensemble pour réagir de façon efficace au niveau du confort des usagers qui sont à l'intérieur, que ce soit au niveau acoustique, que ce soit au niveau thermique, que ce soit au niveau environnemental, tout simplement. Alors, quelle belle définition de l'enveloppe tirée de ces différents témoignages. Dans le même esprit, finalement, qu'on a vu jusqu'ici, pour apporter peut-être une bonne définition globale, je vous suggère un cadre suivant 3 pôles qui nous servira de base commune dans cette formation, tout au long de la formation, et qui traite de l'enveloppe selon ces trois bases. La question de l'enveloppe comme séparation physique, l'enveloppe comme un assemblage, et l'enveloppe comme un témoin historique. Commençons par l'enveloppe comme séparation physique. La littérature scientifique définit l'enveloppe, comme on l'a vu, comme une séparation entre 2 environnements différents qui gèrent les mouvements d'air, de l'eau, vapeur d'eau, le bruit, transfert de chaleur, propagation d'incendie, etc. Au-delà de cette définition, l'enveloppe constitue une séparation complète, fermée ou non, avec ou sans possibilité d'échange, contrôlée ou non. Voilà quelque chose de beaucoup plus large. L'enveloppe divise un environnement externe à partir d'un environnement interne ou 2 environnements conditionnés, comme on a vu. Mais l'enveloppe, elle interagit aussi entre ces différents environnements. Elle crée elle-même un environnement, le petit 3 qu'on voit entre les 2 parois comme tel. Donc, l'environnement, j'ajouterais cet élément-là, qu'elle crée elle-même des espaces, des environnements qu'on voit de plus en plus d'ailleurs dans l'architecture. L'enveloppe en tant qu'assemblage, l'enveloppe du bâtiment comprend tous les matériaux et sous-systèmes intégrés dans le bâtiment. J'insisterai là-dessus, puis dans mes cours, j'en parle souvent, la question de sous-systèmes. Il y a 50-60 ans, on construisait avec des matériaux. Maintenant, on construit de plus en plus avec des sous-systèmes qui sont intégrés dans l'enveloppe, où souvent, nous, comme professionnels, on a à développer ces jonctions-là entre les sous-systèmes. Les composantes et leurs matériaux ont pour but commun, évidemment, de s'opposer aux contraintes climatiques, mais aussi de s'adapter aux conditions imposées par l'utilisation. Donc, dualité qu'on a à vivre constamment dans la pratique de l'architecture entre ce qui est à l'extérieur et ce qu'on impose par l'intérieur. Évidemment, l'enveloppe, ça comprend tous les éléments qu'on pense au toit, murs, plusieurs fenêtres, entrées, etc. Toutes les jonctions, les pénétrations, mais aussi toutes les ornementations, corniches, autres installations connexes. L'enveloppe du bâtiment, c'est très vaste. Finalement, l'enveloppe comme témoin qui marque le temps, la façon de penser et de construire l'enveloppe est imprégnée de la technologie et des courants de son temps. L'enveloppe restera en service en effectuant des modifications et des réparations qui seront effectuées en fonction de leur temps en tenant compte des conditions d'origine. Point très important. L'enveloppe doit s'adapter aux usages, ajouts, suppressions, autres transformations qui seront apportées au bâtiment. En effet, l'enveloppe du bâtiment progresse, se transforme, elle s'adapte. Ce n'est pas immuable, mais vivant à travers sa propre chronologie. L'enveloppe du bâtiment évolue donc, comme on voit, durant son cycle de vie. Et c'est à travers cette chronologie, cette ligne de temps de l'enveloppe, que nous allons explorer maintenant les exigences qu'on va rattacher à l'enveloppe. Penser, concevoir, décider, construire, opérer, repenser. Voilà les 6 étapes de la chronologie de l'enveloppe que je vous propose et qui se rattachent à des actions distinctes, des attentes tout aussi distinctes. Voir l'enveloppe comme des assemblages imprégnés de leur contexte, voici ce que je vous propose aussi. Une compréhension qui tient compte d'avant et d'après, des lieux, des gens, de l'argent et des courants. Voilà ce que pourrait comprendre l'enveloppe du bâtiment, exprimée schématiquement par étapes de vie. D'abord, tout à gauche, au début, la pensée, l'idéal, qui exprime nos attentes globales. Nous désirons quoi comme enveloppe? Des assemblages sains, sécuritaires, performants, durables, économiques et esthétiques. Voilà nos aspirations, à tout le moins en théorie.
Puis viennent se greffer à la conception les critères de sélection, les exigences en termes de contexte environnemental, de cadre légal, d'efficacité, d'usage, de matérialité, sans oublier les contraintes socio-économiques. Ces deux paramètres, penser et concevoir, sont la pierre d'assise du choix d'enveloppe, notre point central, notre étape de décision, au centre en bleu. Il y a concevoir et il y a construire. La construction respectera ou non, au malheur, les paramètres de design. Elle mettra à l'épreuve la constructibilité du design au coût prévu. Elle commandera aussi toutes les opérations de protection au chantier, un des facteurs fondamentaux qui font si souvent défaut et qui sont à l'origine des défaillances de l'enveloppe qu'on peut voir souvent dans nos expertises. Les opérations couvrent quant à elles une grande partie du cycle de vie et constituent en soi l'étape majeure, car elles requièrent l'entretien et la réparation de l'ouvrage. L'expérience montre que cette étape est souvent négligée et doit être travaillée. Enfin viendra le moment où on se questionnera. Que reste-t-il de notre enveloppe et de sa performance? Quel potentiel de réutilisation le bâtiment possède-t-il? Avec les tendances actuelles de conservation, toute cette réflexion fait maintenant partie de la vie de l'enveloppe du bâtiment. Et tout en bas, sous-entendu, à chaque étape de la chronologie, mais combien importante la performance. On bâtit pour bien performer et on doit calculer, mesurer, simuler, quantifier, comparer cette atteinte de performance. La science du bâtiment a évolué de façon fulgurante depuis les années 1960. Les progrès technologiques de l'époque, dans la foulée de la crise énergétique, ont fait place depuis une trentaine d'années à une conscientisation de l'impact du bâtiment sur l'écosystème global, en termes de construction, d'opération et de durée de vie. Durabilité, éco-énergie, empreinte environnementale, bioclimatique, sécurité, santé et bien-être. Les attentes sont énormes dans la catégorie du penser, ma première colonne. Les défis sont grands, mais le potentiel de développement de nouvelles approches, elle est énorme. La figure montrée ici, tirée de Lignes directrices pour un bâtiment sain, publiée en 2014 par l'organisme Vivre en Ville, où on voit bien de façon simple les préoccupations d'aujourd'hui. On va regarder par exemple la petite case B1 qui parle de confort et la qualité de vie des usagers, et on voit entre autres la circulation d'air traversante. B2, que l'on retrouve en haut, bâtiment performant, sobriété, efficience. B3, des stratégies bioclimatiques. On peut en voir deux ici par une toiture végétale et des toitures qui forment des pare-soleil. B4, qu'on retrouve tout en haut, la récupération et la production d'énergie par ici l'installation de panneaux solaires. Et enfin, B5, un autre exemple, la qualité du cadre bâti. Une belle architecture fait partie évidemment des stratégies pour un bâtiment sain. Le concevoir, donc la colonne du concevoir, ma deuxième étape. La conception qui regroupe l'ensemble des critères de sélection et des exigences qui auront une influence sur le développement de l'enveloppe du bâtiment. On peut regrouper cette influence sous 4 grandes orientations. Premièrement, le contexte environnemental et le cadre légal qui imposeront une façon de faire de l'enveloppe. Puis, les critères de performance physique qui vont définir le type d'enveloppe. Les contraintes constructives et l'usage qui organiseront les assemblages. Et enfin, la matérialité, l'esthétique, les courants sociaux qui influenceront l'image et la morphologie de l'enveloppe. Nous allons regarder de plus près chacune de ces grandes orientations. Une enveloppe de bâtiment interagit, c'est son premier rôle. Que ce soit avec son implantation, localisation, lieu à découvert ou protégé, rural ou urbain, type de sol, milieu humide ou inondable. Avec le climat, précipitations, vent, microclimat, rayonnement solaire, température, îlots de chaleur, tornades, séisme. Avec le milieu ambiant, agressions chimiques, contaminants, moisissures, air salin, pollution urbaine, bruine saline le long des rues. Et ce ne sont que quelques-uns des facteurs environnementaux qui imposeront des choix d'enveloppe. Les images montrent ici les effets variés du rayonnement solaire. D'abord sur une toiture en plein hiver, favorisant
en combinaison avec des pertes thermiques, comme on les connaît aux rives de toit dans l'axe des murs, la formation de barrages de glace, ou encore, en bas, la dégradation de matériaux surexposés au soleil sur une façade du côté ouest-sud-ouest. Tous les experts le confirment, il y a un réchauffement de température, mais au-delà du réchauffement climatique, ce sont aussi nos propres enveloppes qui réchauffent aussi l'air qui se reflète de façon abusive, qui créent des centres-villes de plus en plus chauds. Les îlots de chaleur constituent un facteur environnemental préoccupant et nous en sommes évidemment les premiers responsables. De nombreuses possibilités se sont développées pour contrer ce phénomène. Toitures végétalisées, pavés non absorbants, implantation de végétation, etc. Les défis sont grands ici aussi. On voit d'ailleurs sur la carte, c'est intéressant lorsqu'on parle d'îlots de chaleur, essayez de deviner où est sur l'île de Montréal le Mont-Royal, le parc du Mont-Royal, et c'est cette immense tache verte dans le milieu. Quand on parle que c'est le poumon de la ville, on le voit bien sur cette carte aérienne. Le climat, bien, il nous impose des contraintes majeures, comme on voit, qui nous ont forcés à être inventifs. Ce que l'on construit en Tanzanie n'a rien à voir avec le Canada. Ici, par exemple, à Fogo Island, c'est à Terre-Neuve, au centre où on a travaillé au niveau des tests d'étanchéité. Donc, une exposition qui est extrêmement dure. Et finalement, à l'extrémité, ici, un gratte-ciel à New York, finalement, où on voit des murs miroirs, finalement, qui vont refléter la chaleur. On doit construire, oui, selon le climat. On développe ce qu'on appelle une architecture régionaliste. On doit développer une architecture régionaliste qui s'adapte aux conditions spécifiques du lieu. On développe des systèmes de construction performants au climat. Oui, et ça, c'est depuis très longtemps. Un exemple intéressant montré ici à droite, c'est le fonctionnement de la fenêtre traditionnelle qu'on utilise ici dans le nord du continent depuis des siècles. Nos ancêtres avaient développé un système à double paroi, la fenêtre étanche à l'air et à l'eau, puis la contre-fenêtre servant d'écran devant une cavité aérée et drainée pour évacuer l'eau ou la neige et pour compartimenter. Le mur à cavité ou l'écran par pluie, nos ancêtres le maîtrisaient déjà bien avant qu'on le réinvente dans les années 1950. Nous avons depuis ces temps développé différentes stratégies, des systèmes qui permettent de développer des ensembles performants qui sont plus adaptés au climat ici, par exemple dans le sud, par soleil, coursive, végétation, position des ouvertures dans le mur. Voilà simplement quelques exemples qu'on peut voir lorsqu'on marche ici ce sont des photos prises à Phoenix. On va revenir vers le nord. Il fait certes froid ici et c'est surtout, je dirais, les différences de température qui affectent l'enveloppe. Ces différences marquées par les redoux en période hivernale et les cycles de gel-dégel, soit l'alternance de gel et de dégel à l'intérieur d'un cycle de 24 heures. Nous le savons, les redoux sont de plus en plus fréquents et ils le seront encore avec le réchauffement climatique qui se manifeste entre autres par un réchauffement accru des périodes froides en zone nordique. Les redoux favorisent la formation de glace qui bloque le drainage, comme on voit ici sur une toiture au point d'une gargouille, donc un évacuateur, qui bloque le drainage, ou comme ici sur la toiture à droite, sur la toiture et le mur, où l'enveloppe du bâtiment au complet finalement cherche à absorber l'eau de fonte des neiges en attendant une nuit froide. En bas à droite, des conséquences désastreuses, donc des blocs de béton avec des alvéoles qui emprisonnaient l'eau et qui éclatent sous l'effet du gel de dégel. Que l'on soit en Arizona ou au nord du continent, l'effet de chaleur combiné au rayonnement du soleil met à rude épreuve nos matériaux de construction, dont l'effet de surchauffe, ici montré par une membrane de couverture sous un métal, totalement désintégré, ou encore à droite, la liquéfaction d'un soleil membrané derrière un revêtement métallique. Et le climat, c'est pas immuable, on le sait maintenant. La science du bâtiment doit chercher à s'adapter à ces conditions. On est à l'aube d'une grande étape d'adaptation partout et même ici au nord. Passons toujours dans le concevoir à la deuxième partie, la question du cadre légal. Le contexte environnemental
on le voit, imposé à concevoir l'enveloppe du bâtiment selon des critères bien déterminés. Bien, la réglementation et les normes en imposent aussi. Chaque pays, chaque État ou province développe ses codes du bâtiment, comme vous le savez, pour la plupart inspirés des codes modèles nationaux, mais tous ont en commun ces grands objectifs. La sécurité et la santé des occupants, les préoccupations essentielles dans le développement des codes. La protection et la prévention contre les dommages, incendies, défaillances structurales, contamination, séisme, partout où l'enveloppe du bâtiment est partie prenante. L'enveloppe est traitée de façon fragmentaire dans les codes. On y réfère plus généralement dans les normes et les autres procédures qui émanent des nombreux organismes de normalisation et de certification qui couvrent pour la plupart toute l'Amérique du Nord. L'approche des codes et autres organismes de normalisation fait actuellement l'objet de grands bouleversements, passant depuis une dizaine d'années d'un mode prescriptif, exiger quoi et comment faire, à un mode d'objectif de performance, exigence de ce qu'on doit atteindre. Le Code national de l'énergie dans les bâtiments, le CNEB, le Code modèle canadien, en est un bon exemple. À cet effet, l'étude des codes et leur application va faire l'objet d'une bonne partie du webinaire numéro 3. À partir des exigences environnementales, climatiques, des codes, nous avons établi à quoi doit répondre une enveloppe, ce qui nous est imposé. Nous pouvons maintenant définir nos critères de performance. Plus les critères de performance seront bien définis dès la conception, meilleure sera l'enveloppe selon moi pour répondre à ces sollicitations, combien nombreuses et interconnectées, comme on peut le visualiser sur l'image de droite, qui représente en fait une image d'un détail en climat chaud, donc l'inversion des points de rosée, mais qui montre combien les échanges entre les deux milieux, extérieur et intérieur, mettent en scène des grands défis. Les critères de performance sont le cœur de l'approche conception de l'enveloppe. Ils définissent ainsi les échanges entre les différents milieux. Charge structurale, étanchéité à l'air, à l'eau, contrôle de transfert d'humidité, efficacité énergétique, etc. Voilà toutes les exigences qui forment le système et l'enveloppe. Compatibilité, flexibilité, durabilité, récupération, voilà des exigences qui portent plutôt sur les matériaux qui, eux, formeront le système d'enveloppe. Tous ces critères de performance permettent d'établir graduellement les plans d'étanchéité dans les assemblages, qui feront aussi l'objet de discussions approfondies dans le webinaire numéro 2 et 3. Progressivement se dessinent ainsi les rôles donnés à chaque matériau ou les rôles combinés pour un seul matériau. L'image que je montre ici, par exemple, illustre l'approche d'un mur où un seul matériau jouera tous les rôles d'étanchéité, eau, air, vapeur, et en plus localisé à l'abri des intempéries et des variations de température. On a dénommé ce mur le mur parfait. C'est un peu prétentieux comme titre, mais si on regarde sur Internet, c'est vraiment le terme qui est utilisé dans l'industrie. Le mur parfait où on a un plan d'étanchéité qui est superposé aux autres plans avec un seul matériau. Ici, un principe qui est utilisé dans la conversion d'un centre jeunesse que j'ai travaillé et où on devait absolument intervenir par l'extérieur parce que les usages étaient constants, continus à l'intérieur. Donc, on a opté sur ce type de principe-là du mur parfait. On a abordé ce qui est imposé à l'enveloppe, puis ce qui définit l'enveloppe. Voyons maintenant comment ça s'organise, qu'est-ce qui l'organise, ce qui l'influencera, son aspect final, son fonctionnement. Après avoir ainsi établi les critères de performance, ce sont les considérations constructives à matérialiser cette enveloppe. Qu'est-ce qui sera structure et qu'est-ce qui sera remplissage? Que sera l'opaque et le transparent? Comment s'articuleront parois et toits, galeries, balcons? Et comment l'enveloppe jouera-t-elle ou non un rôle dans la génération et la conservation de l'énergie? Nous sommes bien loin des murs inertes isolés du 20e siècle. L'enveloppe devient un acteur dans l'efficacité énergétique. Ici en haut, des panneaux solaires expérimentaux sur un pavillon d'exposition. À côté, un mur à double paroi, le centre Sony à Berlin, avec des espaces transitoires, capteurs d'air et systèmes automatisés et senseurs. Et enfin, en bas, une toiture végétalisée avec captation et récupération des eaux grises. Contraintes constructives ou grands défis pour demain, notre façon de concevoir l'enveloppe est en pleine mutation. Cette mutation, imagée ici par ce que vous voyez, un groupe de recherche scientifique en France, Canderel, montre comment nos parois ont muté en fonction des avancées technologiques,
de l'adaptation des savoir-faire, des ressources disponibles, des modes et des courants actuels. Que ce soit la conservation, l'écologie, la transformation ou encore la biophilie, c'est-à-dire le développement d'environnements qui se rapprochent de la nature et de la végétation, en harmonie avec l'humain, et dans lesquels l'enveloppe joue un rôle majeur comme paroi entre l'extérieur et l'intérieur. De la caverne où l'espace était un trou existant et les murs le plein autour, on est passé au mur construit qui créait le trou, puis un mur de masse, un mur thermique durant des siècles, qui a fait place au mur isolé, crise et confort oblige. Maintenant, c'est le mur devant le mur, la paroi protégée qui, progressivement, traverse les océans et du sud vers le nord. Cette mutation de l'enveloppe met en évidence l'importance du contexte social dans l'enveloppe du bâtiment. Tout n'est pas physique ou climatique. Ce sont des hommes et des femmes, des goûts, des croyances, des modes, de l'argent qui conditionnent nos enveloppes. Le contexte socio-religieux, voilà un pilier du développement de l'enveloppe au fil des siècles. Ici, ce que vous voyez en haut à gauche, l'architecture naturaliste et combien avant-gardiste adoptée par l'architecture Gaudi pour la Sagrada Familia à Barcelone, toujours en construction. Toute l'enveloppe et la structure servent ici de tremplin à la piété et à la foi. Et en bas à gauche, le cours actuel de récupération de conteneurs ou autres objets à des fins de bâtiment démontre comment la science du bâtiment peut s'adapter et devenir innovatrice, contributrice aux mouvements sociaux. Enfin, à droite, des façades d'une autre époque, pas si lointaine, les années 80, les magasins Seth aux États-Unis, qui expriment toute une critique face au mouvement moderne et son stigmatisme. La façade, composante ultime de l'enveloppe, est porteuse à peu près toujours d'un message social. Alors voilà où on en est, au choix de l'enveloppe. Qu'est-ce qui va répondre le mieux aux exigences données pour un bâtiment donné, à un lieu donné? Le choix de l'enveloppe, ce n'est pas un choix arbitraire qui découle d'une étude rigoureuse dans un contexte précis. Mur-écran, mur scellé, double mur, mur rideau, mur fenêtre, toiture conventionnelle inversée, sandwich ou ventilé, les exemples ne manquent pas aujourd'hui et on en regardera plus au cours des 4 prochains webinaires. Je voulais choisir un exemple pour parler de l'enveloppe et j'ai tout de même choisi un exemple que j'aimais beaucoup et qui constitue pour moi un accomplissement certain dans cette démarche d'enveloppe adaptée à son contexte. Le Laban Dance Center à Londres, conçu par les architectes Herzog et de Meuron, présente une enveloppe faite d'un double écran de verre et de polycarbonate, permettant ainsi de s'adapter aux activités intérieures artistiques changeantes. La façade devient vecteur des usages, tout en permettant un contrôle du soleil, de la chaleur et offrant un lien magistral avec la topographie des lieux. L'enveloppe ici, c'est bien plus qu'une superposition de matériaux qui doit fonctionner, performer. L'enveloppe, c'est la continuité du parcours extérieur. Elle limite les espaces intérieurs en complète harmonie avec l'usage des lieux et du site. Le matériau, l'assemblage, le détail d'architecture sont ainsi développés et mis au service des ambiances et de l'esprit recherché. Une étude effectuée à l'Université de Lund en Suède est disponible sur Internet. Je vous invite fortement à aller la chercher, la télécharger. Et si jamais vous voulez des références, vous n'aurez qu'à m'écrire. C'est vraiment un très bon document qui dresse une liste exhaustive des différents types de parois. Parois qu'elles soient passives, actives, dynamiques, avec parois étanches ou non, ventilées mécaniquement ou non, avec ou système intégré. Donc, très, très intéressant. Donc, une étude que je vous conseille et dans laquelle on y décrit, dans le fond, les grandes orientations, les recherches qui se font en Europe et particulièrement concernant les doubles pots. Au fait, on a parlé de double pot depuis quelques minutes, à quelques reprises, et j'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir qui d'entre vous avez travaillé déjà avec des doubles pots, que ce soit dans la conception ou la réalisation. Ça nous donnerait une petite idée. Alors, je vous invite à répondre à la question. Je crois que la question est lancée. Puis, on va regarder ce que ça donne comme réponse avant de continuer. Est-ce que je peux parler? Oui, je peux parler. Donc, je peux continuer à parler. On est rendu, voyez-vous, à 85% non. Donc, je pense que la pertinence d'en parler durant le webinaire va être intéressante avec tout ce qui se fait finalement de ce côté. Surtout de chercher à adapter la double pot ici.
Dans le fond, la double peau, dans le double peau, les échanges entre les milieux intérieurs, extérieurs et interstitiels dans l'enveloppe offrent de nombreuses possibilités et nous commençons à les appliquer. Ce n'est pas évident en Amérique du Nord à cause des conditions climatiques, entre autres, mais dans une recherche d'efficacité énergétique, il y a certainement il y a des choses qui se font, puis il y a des choses très intéressantes à développer. Une même paroi, comme on voit le petit dessin à gauche, peut se transformer au rythme des saisons, des variations de température et des expositions changeantes du vent. Le petit graphique, donc le premier à gauche, montre ainsi, par exemple, une ventilation par mouvement d'air intérieur, donc simplement un changement d'air par l'intérieur, alors que le deuxième dessin montre une amenée d'air frais sur les surfaces intérieures de la paroi extérieure, donc la paroi de gauche, la paroi extérieure, excusez-moi, sur la surface, c'est maintenant, sur la surface extérieure de la paroi intérieure. Alors qu'en troisième, finalement, on voit une façon d'évacuer l'air vicié, donc un différentiel positif, et le contraire à droite, une alimentation en air neuf, un différentiel négatif. Donc, cet élément-là, lorsqu'on va parler des systèmes de murs, on va les retrouver, on va les retravailler. L'étape où on en est, l'étape de développement de nos systèmes, elle est cruciale et elle va mettre à l'épreuve la constructibilité des ouvrages dans le respect du design. Encore faut-il que le design en question puisse être faisable. L'image montre ici une publicité que j'ai prise dans le soleil à Québec qui illustre des nouveaux condominiums près de chez nous il y a 2 ans, qui était en phase de construction à l'époque. C'est l'image qu'on voit dans le journal, une toiture de rêve en plein centre-ville. C'est vraiment de rêve, regardez ce qui se passe comme activité. Pourtant, remarquez un petit peu plus l'enveloppe attentivement. Qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre? On essaie de nous vendre des puits de lumière entourés de végétation, sans dégagement pour les solins, tout à fait inapproprié. On nous vend de la végétation jusqu'au parapet, sans aucun accès et même aucun accès sécuritaire possible, une disposition non conforme. De la pelouse sur des toitures en pente à 45 degrés, quelque chose qui est plus raide évidemment que ce qui est possible de faire et ce qui peut pousser, une image encore là impossible. Bref, on vend un rêve avec une enveloppe au mieux qui ne répondra pas aux attentes et au pire qui aura des problèmes d'opération majeures. Et en plus, on a des piscines qui vont peut-être percer le plafond des salons. Donc, il y a l'image, mais l'image aussi réaliste de ce qu'on peut construire. Et le concept de la réalisation doit être intimement lié avec la conception pour assurer une qualité de l'ensemble. C'est essentiel. Et c'est pour cette raison-là que des programmes de mise en service sont développés par des organismes reconnus, des programmes de certification, CSA au Canada, ASHRAE, le National Institute of Building Science ou encore LEED sont tous des acteurs dans le commissioning ou ce qu'on appelle ici en français la mise en service. Qu'est-ce que peut être cette mise en service qu'on commence à voir développer? Bien, il s'agit d'assurer ici une gestion de la qualité totale, donc du début à la fin, sous forme de plan d'intervention qui comprendra notamment, en prenant, comme ici j'ai pris la référence de la norme CSA S478, les objectifs de durabilité, excusez-moi, je ne l'ai pas traduit, les critères de performance, la liste des contrôles, simulations, essais en laboratoire, essais in situ, la révision des plans et devis à toutes les étapes, l'analyse des systèmes constructifs, la revue des équivalences, la revue des dessins d'atelier, la coordination des essais et des prototypes qu'on va faire, le contrôle de la qualité au chantier et le suivi des correctifs des déficiences. Voilà donc une belle liste. On a tellement de travail à faire de ce côté-là, surtout sur ce point du contrôle de la qualité. La vérification de la performance sur place. Et évidemment, la mise en service lors du début des opérations et ultimement, très important, le suivi en période d'opération. Un exemple ici d'une mise en service qui est intégrée dans un programme justement de mise en service, c'est la tour de Loïc qui a été construite il y a 2 ans environ à Montréal. Donc, des maquettes grandeur nature, généralement suivant la phase de conception, mais avant la fabrication. Donc, des maquettes, comme on voit à gauche, c'est des parties préfabriquées qui permettent de vérifier en grandeur réelle les performances thermiques, l'étanchéité à l'air, à l'eau, pour ne citer que ceux-là. Des contraintes de mouvement aussi. Alors, ces éléments-là permettent aussi aux concepteurs de vérifier l'aspect final du produit, les effets du soleil, la couleur. Donc, on voit les différentes étapes, l'étape des tests dans le milieu et évidemment la réalisation des travaux à droite.
Dans la mise en service, ce qui est recommandé dans les différentes agences de certification et les documents de référence, les visites d'usine, étape fort importante qui permet en pleine phase de fabrication de s'assurer que ce qui va être acheminé au chantier sera conforme. On est loin de l'empilage de matériaux, on est plus dans les sous-systèmes intégrés comme je discutais au début de la présentation. Les tests in situ, donc les tests au chantier qui confirment que toutes les étapes d'installation ont été faites conformément aux exigences afin de satisfaire aux performances prévues. Que ce soit infiltrométrie, thermographie, test de fumée, air, eau, etc. La performance est ainsi vérifiée et on va pouvoir faire les correctifs finalement sur place au bon moment. Puis, on va passer à la phase d'opération. La phase d'opération constitue évidemment la plus longue. C'est la vie en service complète de l'enveloppe. Le bâtiment vient ici s'insérer dans son environnement. Et c'est toujours fascinant de voir comment une ville est tissée de tous ces bâtiments, toutes ces enveloppes, excusez-moi, qui fonctionnent suivant une multitude de types d'assemblage, cadres de différents âges. Ici, ce qu'on voit, c'est un coin d'îlot à Québec, près de chez moi, dont la partie avant est en construction l'an dernier. L'image, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre une mosaïque finalement d'enveloppes à partir des années 1870, 1890, donc des enveloppes de masse, pour après ça arriver à s'adosser avec des enveloppes sur lesquelles on travaille toujours, les bâtiments des années 1930. Ici, un bâtiment qui avait déjà été réhabilité dans les années 80, donc un deuxième revêtement. En passant en arrière par le cycle du béton préfabriqué des années 70, donc surtout dans les institutions, au gouvernement. Ici, une tour en panneaux de béton préfabriqué. Et enfin, à droite, foncièrement dans les années 80, un mur à écran par pluie. Et ce qui se construit, ou ce qui s'est construit finalement devant, ce qui s'est construit, des condominiums en mur rideau, totalement en mur rideau. C'est la réalité. La réalité, c'est celle de connaître comment performent nos enveloppes, mais il faut savoir un peu comment ça performait aussi pour bien les entretenir, bien les conserver, puis évidemment bien les réhabiliter. Et c'est là que la science du bâtiment peut aider. Et les professionnels, les architectes en premier, on doit jouer un rôle de premier plan vis-à-vis l'enjeu majeur de la conservation, l'entretien et la réhabilitation. De nombreux guides existent sur le marché concernant l'entretien, dont plusieurs documents publiés par l'American Society of Testing and Materials, ASTM, que vous pouvez consulter puis télécharger assez facilement sur le web. Des documents qui sont remplis d'informations techniques très, très, très intéressantes. Et certains documents, d'autres documents qui traitent spécifiquement des processus d'inspection de façade ou d'entretien. Mais vient un moment où l'entretien ne suffit plus dans ce cycle de la vie du bâtiment. Par négligence, par vétusté, mauvaise réparation, la phase d'opération, dont on parle depuis 5 minutes, va faire place à la dernière phase ultime, celle de repenser l'enveloppe. Plusieurs approches de réhabilitation sont actuellement en développement sur les enveloppes désuètes. L'une de celles-ci est de recouvrir nos vieux bâtiments par une deuxième peau, en optimisant parfois l'espace créé entre les deux. Ici, un bâtiment du gouvernement, le 200 chemin Sainte-Foy, qui a été entouré, finalement ceinturé d'un mur rideau, un bâtiment dont l'intervention est très élégante finalement. Mais il y a autant d'options que de types d'enveloppes et d'époques. L'enveloppe du bâtiment, c'est aussi cette reconnaissance de ce qui a été fait et les recherches, simulations, monitorage et autres expérimentations pour permettre de s'adapter et adapter le savoir-faire d'hier aux défis de demain. En fait, c'est de tirer profit des systèmes anciens pour optimiser et actualiser l'enveloppe dans le futur. Un autre exemple intéressant de réhabilitation, travailler ici sur un édifice de 40 ans sur lequel on a travaillé avec un bureau d'architecte pour chercher à créer des jonctions qui permettront l'intervention de réhabilitation par phase. D'abord, le revêtement mural, l'étanchéité à l'air et à l'eau qui a été refaite sur un mur massif en béton de 1969, si je me souviens bien, mais en conservant les fenêtres d'époque, les thermos ayant été changés et les cadrages étant en bonne condition. Évidemment, pour les transferts thermiques, on va repasser au niveau des fenêtres, mais tout de même, ces fenêtres-là étaient assez en bonne condition pour que le propriétaire juge important ou intéressant monétairement de les conserver. Donc, de développer des jonctions, comme on voit ici, une petite plaque à pression, des membranes, capuchons de recouvrement,
pour permettre des interventions par phase. Et c'est là les défis qu'on a dans la réhabilitation des bâtiments. C'est ce qui nous touche de plus en plus. Soit dit en passant, j'ai lu qu'en 2050, la projection est que, donc dans 30 ans, la moitié des bâtiments qui vont être encore en place dans 30 ans, ce sont des bâtiments déjà en place aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nos bâtiments qu'on a présentement, il y en a une bonne partie qui vont encore durer 30 ans, sinon plus, et qui demandent à être réhabilités. L'enveloppe du bâtiment, c'est cette histoire tissée de liens à toutes les étapes de la vie. Penser, concevoir, décider, construire, opérer, repenser. À travers toutes ces étapes de cycle de vie de l'enveloppe du bâtiment, ce sont tous des repères et ces critères que nous avons abordés aujourd'hui et qui dictent nos choix d'enveloppe qu'on va développer dans les prochains webinaires. En guise de conclusion, dans le fond, premier point, l'enveloppe fait partie, comme on l'a vu, d'un ensemble complexe qui interagit avec les autres composantes du bâtiment, avec des ambiances et un confort d'utilisation, avec des exigences climatiques et environnementales. L'enveloppe, bien, elle évolue au fil du temps, au niveau des technologies et du savoir-faire, mais elle est aussi affectée par le passage du temps. On a une espèce d'aiguille entre le passé et le futur dans lequel on doit toujours travailler. Les performances de l'enveloppe varient dans le temps et il est faux de prétendre à une performance initiale constante. Un petit peu plus tard dans les webinaires, je vous parlerai de la perte de performance, les études qui ont été faites à cet effet-là. La présentation que je vous ai faite aujourd'hui a contextualisé l'enveloppe dans son environnement, sa matérialité et dans le temps. Cela aide à comprendre l'approche holistique que nous sommes appelés à développer dans son élaboration. C'est une introduction à la présentation suivante qui se concentrera sur les principes physiques derrière l'enveloppe. Le prochain webinaire approfondira donc comment les exigences que nous avons aujourd'hui traitées seront gérées par l'enveloppe à travers les mouvements d'air et de l'eau, les transferts de chaleur, d'humidité et de son, et ce, afin de procurer un environnement confortable, sain et sécuritaire. On va approfondir chacune de ces grandes thématiques discutées aujourd'hui, au moyen, évidemment, comme aujourd'hui, d'études de cas, de calculs et d'exemples d'applications. Alors, ça termine ma partie de présentation. Je vais passer le micro à Madeleine qui va regarder si on a eu des questions. Donc, si vous êtes intéressé, encore une quinzaine de minutes de rester avec moi, ça va me faire plaisir. Alors, merci Richard, mais avant de passer à la période de questions, j'aimerais quand même vous mentionner que le prochain séminaire sera présenté le 27 avril prochain. De plus, Club Formation est à développer une formation sur les garde-corps en verre, donc la portée et limite de la norme CSA A500. Alors, cette formation, cette fois-ci, sera présentée au centre de formation du Club à Varennes avec la possibilité de voir des tests qui seront effectués à notre laboratoire. Alors, c'est donc le 9 mai prochain. C'est une formation de 7 heures qui sera reconnue par l'Ordre des architectes et l'Ordre des ingénieurs pour ceux qui en ont besoin. Alors, on entame donc la période de questions. Richard, il y a quelqu'un qui a posé la question. Vous avez abordé la question des murs à double pot rapidement. Pourquoi est-ce moins populaire ici, en Amérique du Nord? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. On sait que ça s'est développé depuis au moins une soixantaine d'années en Allemagne surtout, puis en France, et ça s'est étalé à l'Europe. Je penserais que la question de l'énergie est certainement une partie de la réponse. Question d'énergie, de coût de l'énergie. L'énergie coûte moins cher ici. Donc, est-ce que nos recherches, puis on le sait en développement énergétique, sont moins avancées que de l'autre côté de l'Atlantique? Effectivement, ça l'est moins. J'ai l'impression que la double pot va être développée ici par un petit peu la filière de l'éco-responsabilité, de voir comment on peut améliorer la question du confort, la question des transferts énergétiques, de dépenser moins, oui, mais d'être plus responsable de ce côté-là. Je pense que c'est la première chose. Il y a une chose aussi qui me vient en tête, c'est la question de l'argent qu'on investit sur nos enveloppes. Écoutez, c'est pas la même chose ici que moi. J'ai pas une grande expérience en Europe, mais pour être allé quelquefois en Allemagne, c'est vraiment très, très différent. Les murs rideaux en Allemagne, ils sont vraiment faits de façon beaucoup plus durable.
ici, la notion de durabilité, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus, mais ça fait pas si longtemps qu'on en parle. Donc, c'est la question de coût investi initial, donc, est importante. On parle peu du coût global. On commence à en parler, donc en passant par le cycle de vie, on pense souvent à court terme en termes de 15 ou 20 ans. Mais une chose qui est sûre, je pense et je crois beaucoup que le principe du double pot est à développer et il est à adapter évidemment à nos conditions climatiques ici. Alors, merci. Il y a 2 ou 3 questions qui tournent un peu autour du même point. Alors, on demande quels sont les principaux défis pour l'enveloppe du bâtiment au 21e siècle? Mon Dieu, c'est une question très vaste, très, très bonne question. Puis j'aimerais ça si on pouvait se parler directement à tout le monde, comme dans une classe, on aurait des centaines de bonnes réponses. Pour moi, le principal défi, c'est personnel, là, c'est la question, je pense, c'est l'adaptation qui s'en vient par rapport au changement climatique. On commence au Québec, on a une très bonne étude faite en 2012 par le gouvernement du Québec, le Transition énergétique Québec, sur ce qui s'en vient. Et ça fait peur, mais on sent qu'au Québec aussi, on a des changements qui s'en viennent. On a l'inversion des points de rosée probablement dans certaines régions. Donc, on va penser à des matériaux à changement de phase. Ça aussi, on va en parler un petit peu plus tard dans les webinaires. Faut penser à la question de la glace sur les toitures, qui est un phénomène. Promenez-vous sur les toitures en hiver à Montréal depuis quelques années. Vous allez voir la différence par rapport à il y a 15 ans. Donc, toute cette adaptation-là, elle touche directement l'enveloppe du bâtiment. Puis je pense que pour moi, c'est peut-être le principal défi pour je dirais le 21e siècle pour l'enveloppe. Alors, on a eu aussi quelques questions. Les gens demandaient là, la référence des livres ou les prochaines dates de formation. La présentation sera disponible parce qu'elle a été enregistrée. Alors, vous recevrez un hyperlien là, pour aller revisionner la formation et vous avez ces informations-là. Alors, une autre question, on dit, vous avez parlé de performance. Comment pourrait-on obtenir une performance en service plus près des performances théoriques? Dans mon tableau initial, j'avais, vous vous souvenez, le carré bleu performance qui partait de la performance initiale, c'est-à-dire la performance théorique, après ça, il y avait la performance initiale, ensuite la performance lors de la construction, la performance en service, puis la résiduelle. On va le voir, je ne l'ai pas présentement sur cette présentation-là, cette perte de performance tout au long de la vie, mais à tout le moins de la période de conception jusqu'à la réalisation, idéalement, on devrait perdre le moins possible de performance. Et souvent, on a un grand manquement de ce côté-là. Il y a peut-être 2 choses qui peuvent améliorer cette condition de perte de performance. La question du contrôle de la qualité, on en parle beaucoup. On a ceux qui avaient des formations à l'ordre, on en commence une série de 3 où on en a un cours complet sur la question du contrôle de la qualité. Donc, c'est une partie qui est importante et on sait que les professionnels, architectes, ingénieurs ou tous les intervenants, on n'a pas de contrôle nécessairement sur la surveillance sur ce qu'on peut faire. Puis, je pense que ça, c'est à améliorer fortement. Il y a des très grandes réflexions à faire de ce côté-là si on veut des bonnes performances. Deuxièmement, au niveau de la performance, il y a la question des essais. Donc, s'assurer avant que le bâtiment soit construit que les assemblages sont performants. Ça se fait beaucoup dans les institutions, les grosses institutions, mais normalement, pour un bâtiment moindrement important, je pense que c'est très rentable pour le propriétaire d'investir dans des vérifications avant mise en service, avant l'opération, excusez-moi. Et il y avait une troisième chose que je pense comme ça par rapport à l'amélioration des performances qu'on n'abordera peut-être pas beaucoup, c'est la question du contrôle de la qualité, mais au chantier. Autrement dit, la protection des chantiers. On utilise de plus en plus de systèmes intéressants, très, très intéressants, bioclimatiques, etc., avec des matériaux, de biomasse. Aussi, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut adapter nos installations au chantier, notre protection avec cette nouvelle réalité parce que notre climat, lui, ne s'améliore pas. Il ne fait pas plus de soleil pour ça. Et malheureusement, depuis les quelques dernières années, j'ai pu voir des conditions de dommages, des détériorations majeures qui sont dues justement aux conditions de chantier de protection.
Donc, ça peut peut-être répondre en partie sur la question de la perte de performance. Alors, il nous resterait le temps pour une dernière question, Richard, si tu le veux bien. On demande, est-ce que les essais et la mise en service sont courants dans la pratique? Ben, j'ai répondu un petit peu à cette question-là par ma précédente question. C'est courant dans l'institutionnel, puis les gros bâtiments. Ça pourrait l'être plus finalement parce que dans le fond, les essais peuvent être faits sur toutes les grandeurs de bâtiments. Comme je vous disais, que moindrement que le bâtiment est important, ça pourrait être fait. Puis oui, c'est courant, puis ça pourrait l'être encore plus, c'est ça. Alors, ça termine donc cette présentation. Merci, Richard. En terminant, je vous rappelle quand même qu'un courriel contenant le lien vers l'enregistrement du webinaire et qui vous informera des procédures à suivre pour l'obtention de votre attestation officielle vous sera envoyé sous peu. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre liste de diffusion. Alors, vous n'avez qu'à visiter notre site Internet. Vous avez la possibilité donc de donner votre nom pour vous inscrire. Alors, on espère que vous avez apprécié votre webinaire et puis on espère vous voir avec nous le 27 avril. Alors, je laisse la parole à Richard pour le dernier mot. Alors, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bien, tout simplement vous remercier aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier webinaire. Ce qui est intéressant, c'est que le webinaire se donne sur l'ensemble de l'Amérique du Nord parce qu'on le donne aussi en anglais, le même webinaire. Donc, ça va nous permettre dans les prochains aussi de voir les petites différences qu'on peut avoir entre le Nord et le Sud. On intègre le tout. Donc, joignez-vous à nous pour le prochain qui est le 27 avril pour le webinaire numéro 2. Merci beaucoup.